Bonjour, merci de nous rejoindre. Nouveau numéro de La Voix est libre, il est 11h30 sur France 3 Pays de la Loire. On ne va pas parler de politique aujourd'hui. Bonjour Christine Voisin. Bonjour. On ne va pas parler de politique, on va faire une petite entorse à nos habitudes. Aujourd'hui, notre invité, c'est le juge Jean-Michel Lambert. Et si je vous dis affaire Grégory, ça va vous rappeler des souvenirs. On attend notre invité. Bonjour Jean-Michel Lambert, installez-vous. Bonjour. Juge d'instruction, récemment en retraite et vous êtes en Sarthe, du côté du Mans. Vous venez de publier De combien d'injustices suis-je coupable aux éditions Cherche Midi. On va voir cela avec vous. Et bien sûr, on va reparler de l'affaire Grégory parce que c'est vous qui aviez instruit cette enquête. Nous sommes en 1984 quand cette affaire a bouleversé la France. Ça fait 10 pages dans votre, sur les 200. Ça veut dire que ça n'a pas compté tant que ça dans votre carrière ou... Si, bien sûr que si. Mais c'est un livre, je précise que ce livre est un document sur l'injustice et les injustices. Donc il était normal que je consacre quelques pages à cette affaire, et plus particulièrement à Bernard Laroche, qui a été victime de la pire des injustices, puisqu'il a été assassiné avant d'avoir pu bénéficier d'un non-lieu. Alors je le disais, ça a passionné la France, certainement le fait divers le plus important du XXe siècle, je pense qu'on peut le dire. L'un des plus importants. Un des plus importants, mais en tout cas, tout le monde en parle. Je vous propose de nous replonger en arrière, 1984. On va rappeler cette histoire de l'affaire du petit Grégory. La photo a marqué tous les esprits. L'enfant paraît endormi. C'est un petit cadavre entravé que porte ce pompier, celui de Grégory Villemain, 4 ans et demi, noyé dans la Vologne. Depuis le 16 octobre 1984, cette vallée humide des Vosges est le théâtre d'une énigme. Qui a tué le petit Grégory ? Les lettres d'un corbeau mènent tout d'abord les enquêteurs vers le cousin de Jean-Marie Villemain. Bernard Laroche est écroué après le témoignage accablant de sa belle-sœur. Villemain, Laroche, les journalistes se passionnent pour cette guerre des clans. Vraiment, lui qui a fait le coup, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que de façade, il est bien, mais d'intérieur, il est complètement pourri. Premier d'une longue série de rebondissements, la belle-sœur de Bernard Laroche se rétracte. Il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Montré du doigt, le juge Lambert accusé de ne privilégier qu'une seule thèse et les gendarmes trop proches de la presse. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours, malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. L'aide des journalistes aura des effets désastreux sur l'enquête. À la libération de Bernard Laroche, les soupçons du juge glissent vers Christine Villemain. Mais pour son mari, il n'y a aucun doute. C'est lui. Dans l'opinion, 2 camps s'affrontent. C'est trop de pression pour Jean-Marie Villemain qui décide de se faire justice et abat son cousin. 3 mois plus tard, Christine Villemain est inculpée de l'assassinat de son fils. Il faudra 8 ans à la justice pour finalement innocenter la mère de Grégory et reconnaître, entre autres erreurs, son impuissance à trouver la vérité. Jean-Marie Villemain, lui, a purgé sa peine de 34 mois de détention. Ses parents ont quitté les Vosges, emmenant avec eux les cendres de leur fils. Aujourd'hui, à l'Épange, il ne reste rien, si ce n'est un secret, au fond de la Vologne. Michel Lambert, qu'est-ce que ça vous fait déjà de revoir ce résumé ? C'est toujours avec beaucoup d'émotion, effectivement, que je revois ces images, surtout 30 ans après. Vous dites que cette affaire vous a brisé. Pourquoi vous dites ça ? Elle a bouleversé ma personnalité, elle a bouleversé mon regard sur l'institution judiciaire. Ça me paraît effectivement évident, parce que cette affaire marque l'échec de la justice. Et surtout, j'ai découvert à travers elle la nécessité de toujours juger avec humilité et, si possible, humanité. Parce que vous étiez tout jeune juge d'instruction. Vous arrivez à Épinal, cette affaire vous tombe dessus, entre guillemets. J'avais 4 ans et demi d'expérience. Bon, j'avais connu un certain nombre d'affaires criminelles, à raison de entre 8 et 10 chaque année. Donc, grosso modo, j'avais connu une 50aine d'affaires criminelles, sans parler de centaines d'affaires délictuelles. Mais il est évident que
je n'étais pas préparé à ce genre de, non pas d'affaires, mais de retentissement médiatique, parce que c'est une dimension qui a joué un rôle très important dans l'échec à identifier l'assassin. Vous vous approchez de trop aimer les médias, hein? Oui, mais je veux dire, c'est un reproche, alors que si les médias avaient pu être absents de l'affaire, je crois que ça aurait arrangé tout le monde, que ce soit les enquêteurs, les magistrats, parce que les médias nous ont empêchés de travailler dans la sérénité. Alors la sérénité est une condition indispensable dans toute affaire criminelle ou délictuelle. Vous savez que c'est une affaire qui est d'ailleurs enseignée dans les écoles de journalisme, hein, comme vraiment Ouais, l'exemple ouais. à ne pas suivre, où on a vu des journalistes jouer les enquêteurs Tout à fait. et livrer en pâture comme ça, Voilà, c'est ça. des coupables présumés ou potentiels. Ouais. Et dans le livre, hein, vous revenez sur Laroche, donc on l'a revu, hein, qui a été assassiné par son cousin, et vous dites aujourd'hui, vous en êtes convaincu, il était innocent. Oui, bien sûr. Et ça fait longtemps que j'en suis convaincu. Si j'en parle aujourd'hui, c'est effectivement, je le répète, parce que j'estime que dans un livre sur les injustices, Bernard Laroche avait sa place. Parce qu'il est mort sans avoir pu bénéficier du non-lieu que j'aurais rendu quelques semaines plus tard en sa faveur. Pourquoi il n'y a pas un mot Ouais. sur Christine Villemain? Parce que Madame Villemain, elle, a bénéficié d'un non-lieu. En février 1993, elle a pu bénéficier d'un non-lieu, bon, c'est très bien. Bernard Laroche, en plus, elle a été indemnisée pour les 11 jours de détention qu'elle a effectués. Bernard Laroche, lui, a passé 3 mois en détention, donc sans percevoir d'indemnisation à ce titre. Et je le répète, c'est le point le plus important, son assassinat l'a privé du non-lieu. Et vous dites aujourd'hui, c'est de ma faute? C'est de ma faute en partie, puisque c'est moi qui ai pris la décision de l'inculper. Bien entendu, je ne me suis pas levé le matin du 5 novembre 1984 en disant « Tiens, je vais inculper Bernard Laroche parce qu'il faut que l'affaire soit rapidement élucidée ». C'est parce qu'il y avait des éléments que je n'évoquerai pas, parce que l'affaire est toujours en instruction. Mais au fil du temps... Il y a eu des lettres anonymes, des témoignages... Voilà. Des corbeaux. Tout à fait. Mais au fil du temps, alors que le 5 novembre 1984, j'étais convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche, au fil du temps, les éléments à charge contre lui ont totalement disparu. Donc le 5 février 1985, j'en ai tiré la conclusion qui s'imposait en le remettant en liberté. Si par la suite, d'autres éléments, je pense notamment des expertises, étaient venus apporter de l'eau au moulin de sa culpabilité, des charges contre lui, là, je l'aurais de nouveau incarcéré. Et donc, ça n'a pas été le cas. Et donc, Quelle est aujourd'hui votre conviction sur cette affaire? ça vous me permettrait de la garder pour moi. Mais vous en avez une? Vous en avez une? Ça n'était pas Bernard Laroche le coupable. Vous avez cette conviction aujourd'hui? Voilà, je ne ferai part que de cette conviction, c'est que Bernard Laroche n'est pas coupable. Est-ce qu'au moins vous pensez qu'on saura un jour? On a vu que notamment toutes les traces ADN n'ont rien donné. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'au fil du temps, les preuves, les preuves diminuent, enfin les chances, plus exactement, les chances de trouver la vérité dans ce dossier diminuent, s'amenuisent. Je crois qu'à l'heure actuelle, tout a été fait au niveau scientifique, sauf découvertes scientifiques extraordinaires. Je crois que malheureusement, on ne connaîtra jamais Une la affaire vérité. Villemain, aujourd'hui, c'est impossible. Une affaire Grégory avec... Aujourd'hui, ces l'affaire conséquences serait résolue en quelques jours. Avec l'ADN, rien qu'avec ça, en quelques jours, l'affaire serait résolue. Alors vous avez été le juge le plus célèbre de France en quelques semaines. Vous étiez jeune. Et puis, vous avez été après un peu la cible des médias. Tout le monde vous a reproché effectivement cette enquête. On va revoir un sujet qui était passé sur France 3, FR3 à l'époque, 1993. Et l'attaque à votre égard est violente. On regarde et je vous demanderai de réagir après. Voici le petit juge revenu 9 ans en arrière avec photographe et caméraman à ses trousses. Mais cette fois, Jean-Michel Lambert fuit les objectifs. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui pose les questions, lui doit répondre et s'expliquer sur son enquête. Comment a-t-il pu, à quelques mois d'intervalle, inculper Bernard Laroche du meurtre de Grégory et puis la propre mère de l'enfant?
Le petit juge patauge, mais sous-entend sa conviction. Pour lui, Laroche est innocent. La défense devient soudain féroce, énumère le nombre de procès-verbaux et d'expertises annulés, la disparition de scellés, l'oubli de certains actes fondamentaux de procédure. J'ai commis des erreurs, reconnaît le juge, mais il y avait les gendarmes et leur querelle de chef, les journalistes et l'ambiance de folie. Et puis, j'avais 180 dossiers sur les bras. Le président Ruissène reste de marbre. Jean-Michel Lambert ajoute « 9 ans ont passé, j'ai des trous de mémoire, je ne me souviens plus ». Et comme cela ne suffit pas, il se fâche et clôt le débat. « Je n'ai pas à me justifier, point final ». On pourrait presque en sourire s'il n'y avait 2 morts. D'abord Grégory, ce garçonnet noyé dans la Vologne. Et puis Bernard Laroche, témoin capital de l'affaire, assassiné parce que le juge n'a pas pris les moyens de précaution suffisants. Au bout du compte, reste un sentiment d'immense gâchis provoqué par un homme et par une instruction faite en dépit du bon sens. Voilà, l'attaque est rude. Le petit juge, hein, on peut le rappeler, c'était le titre aussi de l'un de vos ouvrages, et c'est comme ça que les journalistes, effectivement, à l'époque, vous appelaient. Il y a eu cette période en pleine lumière, alors c'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, à un moment donné, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais un peu pété un câble Marguerite Duras, vous fréquentiez Marguerite Duras, vous êtes parti en vacances avec Léo Ferré en Italie. Est-ce que d'un seul coup, cette ultra-médiatisation vous a fait tourner la tête? Alors, très sincèrement, non. Comment vous dire? C'est compliqué à décrire. Quand vous avez 50 journalistes qui vous sollicitent, qui sont autour de vous, vous avez beau prendre toutes les précautions nécessaires, vous ne pouvez pas les chasser de votre entourage. Je ne sais pas quoi vous dire. Concernant Marguerite Duras, je dois dire qu'elle m'a invité à déjeuner chez elle à Paris, rue Saint-Benoît. Le contact n'est pas passé. C'est une relation qui est restée sans lendemain. Concernant Léo Ferré, c'est autre chose. Entre Léo Ferré et moi et mon épouse, est née une belle amitié qui se prolonge aujourd'hui avec sa veuve, Marie-Christine. Donc, voilà. Mais on voit bien qu'à un moment donné, vous étiez au sommet, puis d'un seul coup, cette attaque, quand même, ce sujet est très dur à votre égard, il pointe du doigt, alors avec beaucoup de reproches. Effectivement. Alors, je voudrais tout de suite... c'est très bien que vous ayez d'ailleurs passé cette séquence. Donc, c'est le procès de Jean-Marie Villemain au mois de novembre et décembre 1993. En juillet 1995, j'ai été assigné devant le tribunal de grande instance de Paris par les parents de Grégory. La procédure, donc pour diverses fautes que j'aurais commises, etc. Un jugement a été rendu le 20 novembre 2002, après 7 ans de procédure, qui a totalement débouté mes adversaires. À côté de ça, Mme Villemain m'a signé à titre personnel, toujours le 5 juillet 1995, pour faute personnelle. Elle a été également déboutée par le même jugement, elle n'a pas fait appel. Les époux Villemain ont fait appel du jugement, donc ils les avaient déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Ils ont partiellement eu gain de cause en juin 2004, fin juin 2004, sachant qu'ils avaient élargi le champ des responsabilités. Autrement dit, en 1995, moi seul étais visé, et en 2002, enfin plus exactement en 2004, ils avaient élargi le champ des responsabilités. Je n'étais plus qu'un rouage de l'institution. Leur avocat dit d'ailleurs aujourd'hui que votre ouvrage est une infamie au plan moral et une escroquerie au plan intellectuel. On sent bien qu'il reste... Tout à fait. Et ces propos ont été tenus, à ma connaissance, avant qu'il ait lu le livre. Et puis, je ne vois pas en quoi il y a infamie ou escroquerie, dans la mesure où je ne fais que répéter, énoncer une évidence. La présomption d'innocence dont doit bénéficier Bernard Laroche. C'est tout. Et donc, je le répète, parce que c'est important, c'est uniquement pour cette raison que j'ai écrit ce chapitre, parce qu'il avait sa place dans un livre sur les injustices. Vous écrirez un jour sur l'affaire Grégory, un livre? Ça, je n'en sais rien. Disons que ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui, parce que l'affaire n'est pas close. Hein. Non. En plus, elle est effectivement toujours à l'instruction, à la chambre de l'instruction à Dijon. Donc ce livre sur les injustices, vous avez, on va parler par exemple du procès Outreau. On voit bien que la justice est régulièrement pointée du doigt quand il y a des dysfonctionnements. D'abord l'affaire Outreau,
Comment vous avez vécu ça de loin? Et le juge Burgot, vous êtes reconnu dans le juge Burgot à un moment donné? Je me suis reconnu dans lui quand il a été entendu par la commission d'enquête parlementaire, où là, c'était un véritable lynchage médiatico-politique, avec effectivement des hommes politiques en dessous de tout. Le seul tort de Burgot, selon moi, dans cette audition, c'est d'avoir accepté qu'elle soit publique, qu'il soit filmé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être massacré de la sorte par les médias. Ayant une certaine expérience en la matière, je pense qu'il n'aurait effectivement pas dû accepter. Lui aussi a été victime d'une tempête médiatique, au-delà des erreurs. Et en revanche, dans le livre, je consacre aussi 2 pages à l'affaire Doutreau. Après avoir vu un documentaire réalisé par un journaliste, Serge Garde, qui s'appelle « Outreau, l'autre vérité », où interviennent des victimes, des enfants victimes, une avocate, des magistrats, des journalistes. Et comme je le dis en 2 lignes, l'affaire Doutreau a-t-elle livré tous ses mystères? Est-ce que vous avez l'impression que la justice tire des leçons de ces grands procès, de ces erreurs? Oui, oui et non. Elle tire des leçons, mais peut-être, elles ne sont peut-être pas suffisantes. Là a été votée tout récemment, au mois de juin dernier, une loi favorisant la révision des condamnations pénales. C'est une très bonne loi, parce que jusqu'à présent, c'était une procédure très complexe, ce qui fait qu'à ce jour, depuis 1945, il n'y a que 10 erreurs judiciaires de reconnues. Bon, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a bien davantage. Donc ça permettra, cette loi, donc favorisera, je pense, la révision. Donc c'est une bonne chose. Je crois que, contrairement à ce que l'on dit et pense, il y a une réelle volonté de la justice de se remettre en cause. Maintenant, il faut aussi que les hommes politiques... Oui. Vous dites que les textes sont souvent confus et difficiles à appliquer. Tout à fait. Ah oui. Je vais prendre un seul exemple, celui du harcèlement sexuel. C'est un délit qui a été créé par une loi je crois que c'est du 17 juillet 1998, qui donnait une définition claire, précise, je la cite dans le livre, je ne peux plus vous la dire de tête, du harcèlement sexuel. En 2002, allez savoir pourquoi, on dégomme ce texte et on donne une nouvelle définition très courte du harcèlement sexuel. Bon. Pendant 10 ans, les parquets ont pu poursuivre, les tribunaux correctionnels condamnés, sans problème. Et suite à une question prioritaire de constitutionnalité, en mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que ce texte, donc de 2002, était contraire à la légalité des délits et des peines. Donc, badaboum, pendant 3 mois, jusqu'au vote dans l'urgence d'une nouvelle loi qui a été promulguée, je crois que c'est le 5 ou 6 août 2012. Donc, pendant 3 mois, il y a eu un vide, ce qui fait que des milliers de plaintes ont dû être classées sans suite. Mais ça, c'est une injustice, parce que le titre de votre bouquin, qui est quand même assez provocateur, c'est « De combien d'injustices suis-je coupable » Donc, oui, il y a ces injustices qui se doublent de... Moi et les magistrats, et voilà. Vous en voulez aux politiques? Ils pondent des lois en pagaille. On est dans l'émotion. Dès qu'un grand fait divers se passe, il faut une loi derrière pour montrer que le politique tient les rênes. Absolument, absolument. Et dans d'autres domaines, prenons quelque chose que je n'ai pas compris. C'est l'un des derniers exemples que je cite. La réparation des victimes d'accidents de la circulation. C'est une loi du 5 juillet 1985, dite loi Banater, qui était imparfaite. Robert Banater l'avait lui-même reconnu. Et en 2010, des députés UMP, après une enquête parlementaire, ont déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale qui n'aurait pas coûté, son adoption n'aurait pas coûté 1 centime aux contribuables. Ça concernait les experts dont l'impartialité aurait été accrue, et puis d'autres mesures comme ça, faciles à mettre à adopter. Donc, proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 10 février 2010.
depuis Silence Radio. Alors que c'était très simple à voter. À l'époque, l'UMP était majoritaire. L'une des injustices les plus flagrantes, ce sont les indemnisations. On Aussi, arrive à des également, choses complètement différentes. indemnisation, voilà. On va regarder un exemple que vous citez dans Oui. votre livre. Alors, c'est une affaire qui nous intéresse, c'est l'affaire Loïc Séché, qui a fait 7 ans de prison et qui a été 7 ans et 3 mois, innocenté. Et vous parlez de Johnny B également, et vous faites le parallèle. Hein. L'un a fait 25 mois de prison, il a touché, finalement, il est sorti puisque les accusations dont il était l'objet ont été levées, 41 000 € d'indemnisation. Loïc Séché, 7 ans et 3 mois, 800 000 €. Alors les deux avaient accusé de viol et la victime s'est rétractée in fine. Voilà. Hein. C'est des cas similaires, même si les peines de prison ne sont pas les mêmes. On pourrait parler aussi, effectivement... Pourquoi, à votre avis? C'est quoi? C'est le nom de l'avocat? Alors justement, son statut social? il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de de logique. statut social, vous Donc, avancez le c'est statut social de Johnny B, qui est quelqu'un du voyage, qui a déjà un casier judiciaire pour des vols, et vous dites donc qu'il n'est pas au même rang que les autres. Non, on a mais a priori, regardez, nous les juges, Loïc Séché, qui je crois était ouvrier agricole, bon, je veux dire, socialement, c'est à peu près la même chose. Mais bon, sauf plus médiatique. Oui, peut-être, voilà. Il y a ça, mais prenez aussi Marc Machin. Non, je cite un autre exemple. Il y a Marc Machin, bien sûr, qui lui aussi a touché au titre du préjudice moral 600 000 €, donc comme Loïc Séché. Parce que Loïc Séché, c'est 600 000 € au titre du préjudice moral, plus 197 000 et quelques au titre du préjudice matériel. Donc Marc Machin a touché lui aussi 600 000 € au titre du préjudice moral pour 5 ans et 10 mois. Pourquoi la même somme pour 7 ans et 3 mois et pour 5 ans et 3 mois et 10 mois, pardon. Et vous n'avez pas de réponse à ça? Il n'y a pas de réponse à ça? Non, voilà. C'est l'arbitraire? Et là, c'est l'arbitraire. Et c'est là où je propose une réforme. Parce que pour que le livre ne soit pas négatif, ne soit pas totalement sombre, pour chaque dysfonctionnement, injustice que je dénonce, je propose toujours une solution à côté. Et pour l'indemnisation, par exemple, des préjudices moraux, je dis qu'elle devrait être la même pour tout le monde, parce que l'on soit ouvrier agricole, magasinier, ou chef d'entreprise, avocat, médecin, je suggère de prendre comme un barème qui pourrait être basé sur le traitement du premier président de la Cour de cassation, soit environ 10 000 € par mois. Alors je reconnais, c'est un brin provocateur, peut-être utopique, mais au moins on aboutirait à quelque chose d'équitable, tout simplement. Je vais vous demander, il reste 3 minutes d'émission, quelques photos. Je vous demande un petit commentaire assez rapide. Vous allez découvrir la première photo. Robert Badinter, pour moi, c'est le plus grand garde des Sceaux de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Il faut rappeler que vous êtes un fervent militant contre la peine de mort. Oui, absolument. Photo suivante. Alors, l'actuel garde des Sceaux. L'actuel. Il y a eu ce qu'on appelait la réforme Taubira, dont certaines dispositions sont applicables depuis avant-hier, depuis le 1er octobre. 2 dispositions très bonnes, selon moi. C'est la suppression des peines planchers. Les magistrats sont des gens responsables, ils savent juger en fonction des faits et de la personnalité. La fin de la révocation automatique des sursis simples aussi, c'est très bien. La contrainte pénale, ça pourrait être une bonne mesure s'il y avait les moyens humains et matériels. Vous lui donnez la moyenne quand même. Oui. Il y a eu nettement pire qu'elle. Des exemples? Pardon? Des exemples? Non. Là, je ne citerai pas de nom. Photo suivante. Oui, alors effectivement, on voit quelques vedettes du barreau. Maître Herzog, Maître Dupond-Moretti, Maître Collard. Vous dénoncez d'ailleurs des avocats et les tarifs de certains avocats qui peuvent demander des centaines de milliers d'euros à des personnes. Absolument. Sur ces photos, il y a un avocat qui a une audience de la Chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Lyon, avait envoyé une collaboratrice, qui n'a pas fait le travail, et j'aimerais savoir le montant des honoraires réglés par cette personne, donc à ce ténor du barreau. Oui.
Puisque vous racontez dans le bouquin que la collaboratrice en question, elle arrive devant le juge et elle dit « mais ma cliente va vous expliquer l'affaire, elle la connaît très bien ». Voilà, c'est ça. Ce qui ne nous empêche pas de prendre des honoraires effectivement faramineux pour toutes ces affaires. Une dernière question avant la fin de l'émission. Vous allez faire quoi de votre retraite ? Bonne question. Continuer à écrire ? Je pense... Parce que vous avez écrit des polars aussi, pas mal. Oui, tout à fait. Une demi-douzaine, 6 polars, 2 recueils de nouvelles, et puis donc 2 récits, celui-ci étant le 3e. Donc je pense maintenant revenir au roman. Voilà, et je représente de combien d'injustices suis-je coupable aux éditions Cherche Midi du juge Lambert, Jean-Michel Lambert. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans La Voix est libre. La semaine prochaine, Christine, notre invité, c'est Bruno Retailleau, président du département du Conseil général de la Vendée, et il vient d'être élu président du groupe UMP au Sénat. On fera le point avec lui. On parlera notamment de réforme territoriale, peut-être aussi du retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Tout de suite, le journal. Vous retrouvez Ingrid Gallou. Merci de votre fidélité. À samedi prochain.